L'émission On fait le point est de retour. Bienvenue à tous dans cette tribune dédiée à l'exercice de redevabilité des hauts fonctionnaires. C'est en effet le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui avait instruit aux membres du gouvernement et aux grands commis de l'État de rendre compte à travers les médias de l'usage fait de l'argent public mis à leur disposition courant 2024. Les chantiers réalisés avec cet argent, les défis et enjeux ainsi que les perspectives. Nous abordons aujourd'hui la thématique de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. On dit de notre interlocuteur qu'il est un adepte de la culture du résultat. Nous accueillons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Alpha Bakar Bari. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, et c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici autour de ce plateau pour un exercice républicain que de rendre compte, mais aussi un plaisir d'expliquer aux usagers du ministère de l'Enseignement supérieur les performances que nous avons eues, mais aussi les difficultés et les défis qui nous restent à venir. Bonne arrivée, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pour animer ce plateau, Ibrahima Khalil Yakité, Mamoudou Bari. Bonjour, Mamoudou. Bonjour Khalil. Bienvenue dans cette émission. Merci. Monsieur le ministre, votre département a bénéficié au titre de la loi des finances rectifiée de 2024 une dotation de près de 1000 milliards 500, je crois, si mes chiffres sont bons. Quelles ont été les grandes dépenses effectuées et puis probablement les chantiers que vous avez réalisés, ceux que vous n'avez pas pu réaliser peut-être? Il faut déjà dire qu'il est extrêmement difficile d'être à 100% de décaissement, ne serait-ce que pour des questions de trésorerie. Mais effectivement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a bénéficié d'une ligne cette année de 1485 milliards 415 millions 1414 francs guinéens. Ce budget est réparti en plusieurs titres. Sur le titre 2, les dépenses de personnel, nous sommes à 96% de taux d'engagement de ce budget-là pour un montant total de 304 milliards 601 millions 474 310 francs. Ce qui est une très belle performance, mais bon, vous me direz que c'est des salaires qui n'ont jamais retardé les 10 dernières années. Ça fait que nous avons, même du fait que cette année et l'année dernière, le président de la République a décidé de revaloriser les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs, et cela a été pris en compte dans la loi de finances initiale. Au titre des dépenses des biens et services, c'est également à peu près la même chose, 98% de taux d'engagement pour un montant de 77 milliards 603 millions 957 056 francs guinéens. Donc à ce niveau-là également, c'est assez appréciable et nous avons beaucoup travaillé à ce niveau-là. Les dépenses de transfert sont de l'ordre de 595 milliards. 264 millions 472 309 francs et là aussi 85% de taux d'absorption. Et justement cette ligne-là, ce titre-là va directement aux institutions de recherche, aux institutions d'enseignement supérieur ainsi qu'aux centres de documentation et d'information. Pour les dépenses d'investissement, 134 milliards 281 millions 736 207 francs, un taux d'engagement de 95% a été enregistré à ce niveau. Et ça concerne essentiellement des projets de construction qui ont été initiés et qui sont en phase finale. Je pense notamment à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet que vous nous avez vu inaugurer, notamment dans ces phases laboratoires, dortoirs, espace de loisirs, résidence des enseignants. Aujourd'hui, l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet est un bijou. Nous l'avons inauguré en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. La même chose s'est passée au niveau de l'Institut supérieur des arts de Morikantea, qui a bénéficié également à ce niveau de nouvelles salles de classe, d'un studio d'enregistrement de standards international. Vous avez vu également que dans ce budget, nous avons pu finaliser à 98% les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba, qui est une superbe infrastructure de départ pour abriter une soixantaine
de nos meilleurs étudiants qui se préparent à aller aux plus grandes écoles d'ingénierie du monde. Et puis la construction de la bibliothèque de l'université de Sonfonia, la rénovation de l'Institut supérieur Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Et pendant l'année, nous avons aussi initié un autre projet qui est venu se greffer à ce budget-là. C'est pour ça que vous verrez qu'au niveau de la rectificative, il y a un peu de tension. La construction, l'extension, la rénovation de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée. Donc voilà grosso modo ce que nous avons en termes de budget. Il faut le dire que nous bénéficions également des fonds communs de l'éducation au niveau d'un budget d'affectation spéciale. À ce niveau-là, 21 milliards ont été accordés et un taux d'exécution de 56%. Rien qu'à l'enseignement supérieur. Oui. Le fonds commun de l'éducation, vous le partagez avec d'autres. Avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et le ministère de l'enseignement technique, qui ont la plus grande part de ce budget pour des raisons évidentes et logiques. Mais pour le budget national, vous avez quand même la plus grande part. Ou bien c'est le ministère de l'enseignement je pense que le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Mais je pense que je vais faire je vais faire une petite remarque. Le budget, c'est juste une intention du gouvernement d'avancer. Mais à ce stade et pendant notre débat, vous comprendrez que le budget ne sera plus un problème parce que nous avons des ressources additionnelles qui viendront s'ajouter à cela. Aujourd'hui, le déficit majeur, c'est comment planifier notre éducation. Et justement, c'est ça l'objet pour moi, c'est ça la pertinence de cette rencontre. Donc, après ces questions budgétaires, on va aborder une question d'actualité. Vous sortez à peine de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Quels ont été les grands acquis, en peu de mots? Vous savez que la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation est un événement qui se déroule chaque année, mais cette année, cela a coïncidé au centenaire de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, l'IRBAG, qui est communément connu sous l'appellation Pastoria, qui a été un institut de recherche avant-gardiste qui a été instauré pendant la colonisation, notamment en 1926, et qui a vu passer beaucoup de chercheurs étrangers, et le transfert de compétences est opéré quand nous avons eu accès à l'indépendance, et qui a participé au développement de vaccins contre la tuberculose et qui a développé une connaissance très pointue sur le sérum antivenimeux, la domestication, d'abord la classification, la domestication de certaines espèces de serpents en Guinée, mais aussi qui recèle d'informations et d'archives extrêmement importantes, c'est des trésors pour la recherche en République de Guinée. Nous avons donc déroulé la semaine à l'IRBAG de Kindia, où nous avons posé la problématique de la recherche scientifique en Guinée, qui vient à un moment où nous avons opéré également des changements majeurs à ce niveau, parce que nous avons recentré les centres de recherche, nous les avons dégraissés, nous les avons réunis pour qu'on puisse être capable d'optimiser sur les ressources allouées, mais également les mettre ensemble pour qu'ils puissent travailler sur des sujets communs et des sujets qui sont liés au développement. Mutualiser les ressources. Mutualiser les ressources, optimiser les ressources, optimiser les résultats de recherche et pouvoir avoir assez de ressources pour pouvoir valoriser les résultats de la recherche. Pour une petite idée, Kindia a été... On a fusionné certains instituts, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça. On a fusionné certains instituts, des instituts qui, l'IRBAG reste IRBAG, mais vient s'ajouter à l'IRBAG 3 ou 4 autres instituts de recherche. Le CERESCOR devient le CEREMAC-G, où vient s'ajouter d'autres personnes. Je vous donne un simple exemple, la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, qui va être construite sur Taouya, va abriter 10 centres de recherche. Ça, c'est une économie sur la conciergerie, sur le secrétariat, sur l'électricité, etc., etc. On a aussi la question des enseignants-chercheurs. Votre département a lancé récemment le 6e appel, le 6e appel à candidature pour le renouvellement des bourses de formation des formateurs. D'abord, le programme, expliquez-nous un peu brièvement, c'est quoi ce programme-là? Le programme, c'est Master, Doctorat, PhD. Voilà, expliquez-nous un peu. Je préfère commencer par un aspect extrêmement pertinent de notre action, qui est l'aspect gouvernance. Toutes ces actions ont été rendues possibles parce que nous avons d'abord revu les textes et les règlements du ministère de l'Enseignement supérieur. Le président de la République a bien voulu, par décret, réglementer
d'abord en termes de décret d'application, réglementé dans le cadre d'une loi, le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur qui sont devenues des institutions à caractère scientifique, des établissements publics à caractère scientifique, et qui ont un statut maintenant particulier avec des prérogatives un peu plus renforcées et des objectifs et quelque chose de très clair dans leur organisation. Des décrets d'application sont venus appuyer cela et des arrêtés d'application sont venus ils ne sont pas concernés par le débat qui est en cours actuellement sur les EPA? Non, justement, c'est ce qui fait que nous, à notre niveau, nous avons d'abord fait nos devoirs de maison et quand ce sujet s'est annoncé, ça a trouvé que nous avons déjà opéré ce changement-là et ce nettoyage. Et des textes d'application, des arrêtés d'application sont venus réglementer le reste des activités jusqu'au niveau de la scolarité dans ces établissements publics à caractère scientifique. Ensuite, le président de la République a bien voulu revaloriser le traitement des enseignants. Extrêmement important. Deuxième pilier, donc, traiter bien le personnel. Ça a été fait et acté par un décret du président et c'est opérationnel et visible dans les fiches et les bulletins de salaire des enseignants. Le troisième volet qui est extrêmement important, c'est que nous avons dit qu'il faut à la fois reformer les centres de recherche, mais aussi les centres de documentation et d'information. Il n'y a pas un enseignement supérieur sans documentation. Et nous avons donc mis en place très rapidement un programme, un projet d'une plateforme unique de documentation à la fois pour les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais aussi pour le grand public. Cette plateforme est une plateforme numérique qui va embarquer plus de 2 millions de ressources, provenant, ce n'est pas des ressources en vrac, provenant de la suggestion bibliographique des enseignants-chercheurs en activité pour chacune des filières. Donc nous regroupons en fait tout ce qu'il y a comme bibliographie de départ d'un enseignant-chercheur en situation de classe, que nous mettons gratuitement à la disposition de l'étudiant dès le début de l'année. Et c'est une plateforme avant-gardiste, c'est une plateforme unique qui va permettre donc de mettre à disposition des ressources documentaires importées, mais aussi, et c'est ce qui est important, la production grise locale nationale. Donc tout ce qui est mémoire de diplôme, tout ce qui est thèse de doctorat, tout ce qui est papier de recherche seront publiés sur cette plateforme-là et seront accessibles au grand public. Je vous donne un exemple. Donc on a un pont pour parler... Je vous donne un exemple. Okay. Un étudiant de droit, inscrit cette année en licence 1, sans plus doc, laissé à lui-même, la chance qu'il lise 5 livres avant la fin de son cursus est très mince. Elle est extrêmement mince. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès aux livres. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas les ressources pour acheter ces livres-là. Les lexiques coûtent très cher. Pour y avoir accès, il faut débourser beaucoup d'argent. Donc, l'État a pris sur lui d'acheter ces livres et de les mettre à disposition pour que l'étudiant soit dans de bonnes conditions. Nous avons revu les emplois du temps. Et ça, c'est relatif au recrutement massif dont on va parler des enseignants-chercheurs. Le déficit d'enseignants ne permettait pas d'avoir un emploi du temps qui pouvait contenir l'étudiant plusieurs jours à l'université, assurer le cours magistral, mais aussi le cours pratique, donc les TD ou les TP. Et avec le recrutement des enseignants, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire rester les étudiants pendant toute la semaine à l'université et surtout de diversifier leur apprentissage, de séquencer l'apprentissage et de leur permettre d'avoir un cours magistral complet, des travaux pratiques et des travaux dirigés. Voilà, donc on revient donc à la question, à la grande question des enseignants-chercheurs. Il y a eu recrutement massif, les salaires ont été majorés, il y a eu un recrutement. Ce programme, comment il se porte? Surtout qu'il y a un paradoxe. En même temps, nous avons ce programme de formation des enseignants-chercheurs. En même temps, il y a des enseignants étrangers qui ont été recrutés cette année. Le grand public ne comprend pas trop bien. Alors, à l'enseignement supérieur, la règle est que pour y enseigner, il faut être détenteur de docteur, au moins d'un PhD. Et il se trouve que les Guinéens détenteurs de PhD, bien sûr qu'avec le programme 5000 masters, 1000 PhD initiés il y a quelques années, la tendance est à la hausse. Mais pour fabriquer un docteur, il faut plusieurs années, 6 ans au moins, donc pour qu'il puisse être opérationnel, être en situation de classe et opérationnel pédagogiquement. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de ne pas attendre d'atteindre les 1000 PhD pour qu'on puisse continuer. Nos étudiants ont besoin de qualité maintenant. Et pour cela, nous avons décidé donc d'ouvrir l'université et d'enlever les nationalités dans les universités, comme ça se fait dans toutes les universités du monde. Nous avons lancé
D'abord, nous avons recueilli les besoins en enseignement des institutions d'enseignement supérieur elles-mêmes qui nous ont remonté les informations. Nous avons mis en place une commission de recrutement avec le ministère du Travail et de la Fonction publique et nous-mêmes. Nous avons donc mené un recrutement massif international pour recruter à la fois des Guinéens, mais des étrangers capables de venir tenir des cours, détenteurs de PhD, avec une certaine expérience pour pouvoir venir améliorer, combler le gap qu'il y a au niveau de l'enseignement supérieur. Cette opération s'est très bien passée. Nous espérions avoir beaucoup plus de Guinéens que d'étrangers. C'est la tendance inverse. Nous avons pu mobiliser 110 étrangers, 53 Guinéens. Les 53 Guinéens, les 153 enseignants-chercheurs sont en ce moment même en situation de classe déployés dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Et comment les salaires, quelle grille de salaire vous avez pour ces étrangers? Il y a une rémunération. Alors, les étrangers sont des contractuels d'État. Les Guinéens sont considérés comme des fonctionnaires. Ils sont financés sur les ressources du programme? Indexés sur les... Sur le budget du ministère ou bien sur le budget budget du ministère, voilà. Sur le budget du ministère, indexé sur la grille appliquée par grade et décrétée par le président de la République. Sur nos collaborateurs non guinéens venus nous aider, nous avons appliqué également à ce niveau-là le barème appliqué depuis très longtemps. Parce que vous savez que ce ne sont pas les premiers enseignants détenteurs de PhD non guinéens qui sont là. Vous avez des Russes, vous avez des Américains, nous avons beaucoup d'autres nationalités que nous avons recrutées auparavant. Mais c'est la première fois qu'on a autant de monde divisé dans toutes les universités, donc reparti dans toutes les universités et qui appliquent les termes de référence que nous avons bien pu élaborer. Donc ils ont la responsabilité, les 153, y compris les Guinéens, d'assurer leur charge horaire d'enseignement, d'encadrer des étudiants en master et en doctorat, de publier et d'aider à la publication de papiers scientifiques et surtout de préparer nos enseignants-chercheurs détenteurs de doctorat au concours d'agrégation du CAMES. Voilà. Donc vous avez vu, pour nous, c'est un premier contrat, c'est une première opération de 3 ans, donc les premiers contrats vont durer 3 ans. Et si nous sommes satisfaits, nous allons les reconduire. Pour certains, pour d'autres, nous serons obligés de changer. Mais la responsabilité de chacun, surtout pour les non-Guinéens, c'est de préparer un Guinéen à les remplacer. Et à chaque fois que nous aurons des Guinéens pour les remplacer, nous allons procéder à ce remplacement au fur et à mesure. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre un ratio raisonnable de PhD dans le système d'enseignement supérieur, ainsi que dans le système de recherche scientifique, pour aider à animer justement tout ce circuit-là. Mais avant, il y avait un processus, juste un peu de mots, il y avait un processus qui permettait à des enseignants extramuros, qui n'étaient pas du tout de l'enseignement, et qui pouvaient, détenteurs par exemple de PhD, s'ils sont dans d'autres domaines d'ordre scientifique, ils peuvent peut-être enseigner. Pourquoi vous n'avez pas procédé comme ça plutôt que de revenir? Les difficultés inhérentes à cela, c'est que nous ne pouvions pas avoir un emploi du temps fixe. Ces enseignants extramuros, indépendants, autonomes, nous proposaient leur propre emploi du temps, ce qui nous soumettait à une certaine exigence et ce qui nous faisait dépasser, pour certains cas, souvent, le calendrier universitaire requis. Ces enseignants-chercheurs que nous avons recrutés à l'international et les enseignants-chercheurs guinéens recrutés à la fonction publique vont aider à animer à la fois l'université pendant l'année scolaire, mais au-delà, et faire des activités extra-universitaires. C'est une occasion de multiculturalité, c'est une occasion d'échange d'expériences, et c'est aussi une occasion d'amener la compétition à l'intérieur de l'université. Oui, tout à fait. Monsieur le ministre, il y a aussi un domaine, bon, on va changer un peu de domaine, l'innovation, on en parle très peu. Et je sais que vous êtes très porté sur l'innovation parce que vous avez conduit une des grandes réformes qui a amené le CERESCOR à avoir en son sein une cité des sciences, voilà, qui fait rêver, une cité des sciences. Quand on voit les vues sur les maquettes, ça fait rêver.
Alors, l'innovation, pour vous, dans votre politique, c'est quoi d'abord? Et puis la Cité des sciences, en un peu de mots, parce qu'on va conclure la première partie de cette émission avec ça. Alors, il faut faire la différence entre innovation et digitalisation. Je voulais juste faire une petite parenthèse entre la digitalisation que nous avons mis en place. Je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme Pludoc. Oui, tout à fait. Mais vous savez que Goupol existait avant pour l'orientation et l'inscription des étudiants. Goupol a évolué et est devenu Parcoursup. Parcoursup prend maintenant en compte à la fois les étudiants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs en termes de suivi et de pilotage. Cela prend en compte également l'accès de façon permanente aux diplômes et aux autres documents pédagogiques et académiques. En temps réel, chaque étudiant a son espace défini et chaque étudiant peut avoir accès à ces documents à tout moment. À Parcoursup, nous avons adossé une carte unique de l'étudiant. La carte unique de l'étudiant, c'est d'abord l'identification, ensuite il reçoit sa paye désormais sur cette carte-là. Ça se faisait de façon virtuelle avant, mais maintenant il a une carte de paiement qui lui donne accès à beaucoup d'avantages. Et le premier avantage de cela, c'est que nous avons mis en branle une assurance pour l'étudiant. Vous avez beaucoup de mobilité d'étudiants, vous avez des étudiants qui Conakry pour l'intérieur du pays, mais inversement aussi c'est possible. Et ils sont sans leur famille, donc nous avons mis en place une assurance pour les étudiants. Mais la même carte donne accès à Pludoc, donc à la documentation, et à plusieurs avantages à la mobilité. Le gouvernement guinéen va bientôt avoir, vous avez dû recevoir le ministre des Transports, une flotte de bus, et des tarifs sociaux seront appliqués à une certaine catégorie de personnes. Les étudiants, avec cette carte, pourraient en bénéficier. Mais les étudiants et enseignants aussi. Etc. Et comme ça se faisait avant. Nous pensons que ce sont des avantages de la digitalisation. Nous avons également une plateforme d'aide à la décision qui collecte l'ensemble des données du système, qui les agrège et qui nous les envoie à nous-mêmes. Donc c'est un système d'information. À Parcoursup, est-ce qu'il y a des points d'amélioration à la pratique que vous avez observé? On dit du bien, en tout cas la communauté étudiante dit du bien de Parcoursup. Mais est-ce que vous-même, vous avez constaté des points d'amélioration pour les prochains? C'est une plateforme qui est en perpétuelle évolution. Nous avons embarqué l'intelligence artificielle là-dedans. Nous allons embarquer plus de technologies pour pouvoir rendre très précise la question de l'orientation et prendre en compte l'orientation dès le départ, donc dès le lycée, dès l'étudiant, pour qu'on puisse lui envoyer des notes, pour qu'on puisse directement, il puisse s'habituer à Parcoursup comme étant un référentiel d'orientation et qu'il puisse justement faire son choix avant de venir au bac. Ça, c'est des choses que nous allons améliorer. Nous allons aussi améliorer le contrôle des enseignants-chercheurs, le contrôle et le suivi du respect des taux horaires octroyés aux enseignants-chercheurs et chercheurs de l'enseignement supérieur. Ça permet en temps réel de savoir au niveau du département, nous avons combien de PhD en activité, nous avons combien d'étudiants, combien d'enseignants-chercheurs, détenteurs de master en activité. Est-ce que le programme 5000 masters, 1000 PhD évolue? Chaque année, ce système va pouvoir donner, ce sera le guichet unique pour avoir des informations sur l'enseignement supérieur. Ça n'est fini pour cette première partie. Et tout à l'heure, le face-à-face, ce sera avec Mamoudou Bari. Bonjour Mamoudou, et c'est à vous le micro. Bonjour Khalil. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, parlez-nous de l'adéquation entre la formation et la demande d'emploi. C'est-à-dire que comment garantir que les diplômés trouvent des emplois correspondant à leur domaine de formation? Ça, c'est le deuxième axe des programmes que nous avons, le programme de réforme que nous avons entrepris à l'enseignement supérieur. Nous avons mis en face les enseignants, chercheurs, le secteur privé et même les étudiants pour un processus de co-construction. L'industrie s'invite dans l'université et on co-construit ensemble des programmes. Cette année, en classe de licence, vous avez plusieurs nouveaux programmes qui entrent en jeu et qui prennent en compte les desiderata du secteur privé, mais on ne s'arrête pas là. Au niveau du master, nous allons injecter 33 programmes de master cette année dans le système, qui va permettre d'améliorer l'employabilité des jeunes. Mais nous sommes en train actuellement de pousser pour avoir une loi d'orientation sur la recherche et l'innovation, à l'intérieur de laquelle loi, il y a un programme d'alternance et de stage qui permet à l'étudiant, à partir de la deuxième année, d'avoir accès à l'entreprise, de se familiariser à la culture de l'entreprise, d'entrer dans l'entreprise et de se familiariser aux pratiques qui se font à l'intérieur. Un peu comme ça se fait ailleurs. Ça permet une connexion avec le secteur privé, ça permet un dialogue avec le secteur privé, ça permet de continuellement
régler le problème et de réduire l'asymétrie de l'information entre le marché de l'emploi et les formations données. Mais nous sommes allés plus loin dans cette réforme-là, c'est qu'aujourd'hui nous permettons aux étudiants à l'intérieur des universités, à travers des pôles vie, valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat, de développer leur propre projet d'entrepreneuriat, d'être leur propre patron et créer leur propre entreprise. Nous en avons déployé 7 cette année, nous voulons couvrir toutes les universités de Guinée, afin qu'un étudiant quelconque puisse venir apprendre à travers ces pôles vie qui sont des espaces d'incubation et d'accélération, à maîtriser leur idée de projet, à apprendre à conduire un projet d'entreprise, à apprendre à gérer, à développer une entreprise, et cerise sur le gâteau, à accéder à un mécanisme de financement que nous mettons en place, qui est un mécanisme, bien entendu, pas de crédit, mais de subvention de départ. Ça s'appelle de l'argent d'amorçage, donc des fonds d'amorçage, et qui permet de dérisquer le projet et de le mettre maintenant suffisamment mûr en face des banques afin qu'il puisse sortir de là. Donc nous avons le renforcement des capacités, la sensibilisation du secteur privé à recevoir les étudiants, l'amélioration de l'employabilité du jeune à travers un programme d'alternance et de stage. Et puis le troisième, c'est inviter les méthodes d'entrepreneuriat à l'intérieur de l'université afin que les jeunes puissent être leurs propres patrons. L'autre question, Monsieur le ministre, comment comptez-vous améliorer la présence des étudiants au sein des universités? C'est ce que j'ai dit. Nous avons nous avons reçu 153 enseignants-chercheurs cette année, détenteurs de PhD. Cela devrait pouvoir renforcer, combler le gap d'enseignants qui expliquait le fait que les étudiants venaient deux fois la semaine ou 3 fois seulement la semaine. Ouais. Ça permet aujourd'hui de remplir certains emplois du temps, pas dans tous les domaines. Nous étions sur une cible de 250 enseignants-chercheurs. Nous allons continuer en 2025 à recruter, mais il y a une amélioration substantielle, remarquable au niveau, par exemple, de l'université de Somphonia, dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs où les étudiants ont droit à un cours magistral, à des travaux dirigés ou des travaux pratiques, à une interaction avec l'enseignant en ligne à travers les espaces numériques de travail que nous avons déployés et à de la documentation. Ça améliore considérablement la capacité et la qualité de l'enseignement. Est-ce qu'à votre avis, cet aspect de la question a pu améliorer l'employabilité des sortants des universités? Les rapports de l'ANAQ, vous savez, l'ANAQ est une agence qui constate, qui évalue et qui recommande. Ce sont les rapports de ceux-ci qui peuvent alimenter la prise de décision. Donc ils accréditent des programmes, ils accréditent des universités, etc. C'est les résultats de ces rapports-là que nous sommes en train de mettre en œuvre en recommandation. C'est les recommandations de ces rapports-là que nous sommes en train de... Est-ce que ça a amélioré l'employabilité des étudiants sortant des universités? Alors justement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le mesurer puisque le nouvel emploi du temps est entré en vigueur il y a seulement 2 mois. Mais je puis vous assurer que d'ici la fin de cette année, nous pouvons évaluer et mesurer. Nous avons les outils maintenant pour mesurer cela parce que l'ensemble des étudiants de Guinée sont biométrisés et la base de données des sortants seront mis à la disposition du secteur privé. Nous pourrons donc en temps réel savoir quels sont les étudiants qui ont bénéficié d'un stage, d'un emploi ou qui ont créé leur entreprise. Ouais. Monsieur le ministre, vous avez initié le paiement des bourses des étudiants. Comment le processus là se passe? Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons digitalisé le paiement des bourses des étudiants. Aujourd'hui, avec un seul clic, tous les étudiants de Guinée, en une journée, peuvent être payés. C'est une réforme que moi j'ai trouvée sur place, que nous avons améliorée. C'est une excellente chose qui a été faite auparavant, que nous avons améliorée en éditant la carte unique de l'étudiant. Donc, l'étudiant reçoit sa bourse automatiquement, cela ne change pas, mais il la reçoit sur une carte de paiement. Et cette carte de paiement, maintenant, lui permet de faire beaucoup d'autres choses que de recevoir la bourse. Et aujourd'hui, sur le terrain, concrètement, vous vérifiez, est-ce que ça répond exactement aux besoins, comme vous le voulez, Écoutez, moi-même, j'ai fait les premières années de mes études à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pour qu'on puisse vous payer, on vous programme à l'avance, vous préparez une semaine à l'avance et on vous paye pendant une semaine. Oui. Et il y en a qui abandonnaient les cours pour aller se faire payer. Aujourd'hui, vous recevez votre paye dans votre téléphone en temps réel sur un clic. Nous avons non seulement réduit, nous avons non seulement assaini
cela, nous avons un paiement sécurisé et avec moins de risques de fraude. Monsieur le ministre, l'autre question, est-ce qu'on peut parler de la politique nationale de l'enseignement supérieur? Alors, elle va expirer cette année. Une équipe est en train de travailler à la seconde phase de la politique nationale de l'enseignement supérieur. C'est comme la loi d'orientation sur la recherche et l'innovation. Nous avons une autre équipe qui travaille sur la politique. Nous avons une politique nationale sur la recherche scientifique et l'innovation que nous sommes en train de mettre en place. Mais au-delà de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de travailler sur le programme Simandou 2040 à travers une initiative qui s'appelle Simandou Academy. Simandou Academy, c'est qu'on s'est dit, et ça c'est la vision du président de la République, que les ressources de l'exploitation, les ressources du projet Simandou et d'autres projets miniers connexes devraient pouvoir permettre à la Guinée de développer son capital humain. Développer son capital humain, c'est investir, surinvestir sur l'éducation. De l'éducation de base à l'enseignement supérieur en passant par la recherche scientifique et l'innovation. Vous savez, c'est un ancien président américain qui disait que le meilleur plan anti-pauvreté, c'est une éducation de classe mondiale. Et ça, c'est Barack Obama. Je pense que le président est dans la même vision. Nous devons absolument... L'ancien jeune leader qui parle. Tout à fait. Nous devons absolument investir dans l'éducation pour la survie de notre nation. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les concours d'agrégation de CAMES. Le 22e concours d'agrégation du CAMES en médecine humaine, odontostomatologie, médecine vétérinaire et en production animale s'est déroulé en Guinée, c'est une première. La Guinée fait son retour sur la scène internationale en termes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. D'abord, nous avons répondu à deux défis majeurs. Le premier, c'est le défi organisationnel. On nous avait dit il y a quelques années que nous étions incapables de recevoir environ 600 personnes ici par le déficit des infrastructures, etc., etc., etc. Nous avons fait le meilleur concours des 5 dernières années. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les participants et c'est les jurys qui l'ont dit. Ensuite, nous avons répondu à un deuxième défi, qui est celui d'augmenter d'abord le nombre de participants guinéens. 22 Guinéens ont participé à ce concours, 19 ont été admis. Et aujourd'hui, nous avons des enseignants-chercheurs guinéens qui siègent sur tous les jurys et sur les CTI et les CTE de toutes les disciplines du CAMES. Nous sommes de retour, février certainement. La Guinée va prendre la tête du Conseil des ministres, donc président du Conseil des ministres du CAMES. Et ça se passera ici aussi en Guinée, de la même manière que nous allons être président du Conseil des ministres de la francophonie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, bien entendu. Et puis, nous allons organiser, parce que déjà, nous sommes présidents du Conseil des ministres du Wascal, la remise de cette charge-là à un autre pays ici en Guinée. L'autre question, monsieur le ministre. On connaît aujourd'hui les problèmes liés au changement climatique. Quels sont les projets que vous avez initiés dans le cadre de la recherche pour un peu parer au plus pressé? Alors là, c'est extrêmement important. Dans le cadre du Simandou Academy, donc de ce programme-là, la Cité des sciences et de l'innovation en est un exemple parfait. Nous avons d'abord, au départ, obtenu de Wascal 1,4 million d'euros pour la construction d'une école doctorale exclusivement dédiée au changement climatique, qui va se faire entre l'université Gamal Abdel Nasser et le CEREMAC qui est logé au niveau de la Cité des sciences et de l'innovation. Mais au-delà de cela, nous avons dans notre projet de développement de la Cité des sciences et de l'innovation des sommités internationales sur le changement climatique qui vont s'installer là. Vous savez que la Cité des sciences et de l'innovation est orientée vers l'environnement. Donc l'ancien CERE va siéger là, l'herbier national sera là. Et beaucoup d'autres centres de recherche qui s'orientent vers les questions environnementales seront là. L'avantage et la particularité, c'est que la Cité des sciences et de l'innovation va apporter un supercalculateur qui va permettre d'accélérer les recherches. Nous allons avoir un centre d'interprétation des données satellitaires et pourquoi pas un programme satellitaire guinéen. Le Sénégal vient de terminer le leur. Nous avons déjà commencé des discussions avec des universités internationales, notamment Montpellier, pour ce genre de projet. Et ce projet satellitaire va être orienté exclusivement sur le sol et la santé des sols. Un troisième volet de cette Cité des sciences, ce sera un centre de traitement des données, donc un data center qui va pouvoir stocker l'ensemble des données relatives à la question environnementale, mais aussi aux recherches et à l'innovation dans ce domaine-là.
Maintenant, par rapport à la question, moi je pense que est-ce que c'est pas mieux qu'on aborde en même temps la question de l'innovation et la place que la Cité des sciences va occuper dans la politique globale de votre département. Qui finance? Est-ce Simandou 2040? Parce que récemment, on a vu des membres du gouvernement visiter la Cité des sciences. Écoutez, la Cité des sciences est une initiative présidentielle. Son mode de financement passe par le budget national. Faisons d'abord notre devoir de maison, puisque nous avions un peu d'argent là-dessus. Et ça passe par un projet spécifique. Nous sommes à 80% de taux de réalisation, je pense, de ce projet-là, sur la partie infrastructure. Ouais. Maintenant, il y a la partie équipement et animation que nous sommes en train de faire parallèlement, parce que les recrutements sont en train d'être faits. La Cité des sciences va offrir la possibilité à la Guinée d'être présent sur le plan sous-régional, régional et international sur les questions de sciences et d'innovation. Au-delà du regroupement des centres de recherche de haut niveau sur l'environnement dont je vous parle, il y aura un musée de la science, il y aura donc ces compartiments dont je vous parle, un observatoire de l'océan, il y aura un bateau scientifique dans le cadre de la coopération avec la Fédération de Russie, mais surtout ce qui est important, c'est que la Cité des sciences avec le département va participer à la rédaction annuelle du rapport sur l'utilisation de la science, de la technique et de l'innovation au niveau de la Guinée. Nous nous positionnons comme étant des conseillers de l'ensemble du système guinéen sur les questions d'adoption de méthodes d'innovation. L'innovation permet d'accélérer le développement, d'utiliser de nouvelles méthodes. Donc notre travail sera de benchmarker sur ce qui se fait dans le monde, de mieux dans plusieurs secteurs, de l'adopter, de l'adapter et de le conseiller aux usagers identifiés. Monsieur le ministre, on voudrait savoir le niveau d'exécution des travaux de rénovation de l'université Gamal et celle de Kindia. Les deux universités, Kindia est à 100%, mais ce qui est intéressant à Gamal, ce qui est très intéressant à Gamal, c'est que Gamal devient un hub. L'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser, nous avons arrêté le recrutement cette année, va avoir un nouveau visage, va être rééquipé parce que ça deviendra l'Institut Polytechnique Civilo-Militaire et la première promotion de cet institut, ce sera les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les CPG qui sont là-bas. Nous voulons orienter l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur essentiellement vers la science, la technique, l'ingénierie et les mathématiques. Pourquoi? Parce que notre pays est en voie de développement et c'est de ce genre de ressources humaines dont on a le plus besoin. Je n'ai pas dit qu'on va arrêter les autres. Les humanités sont extrêmement pertinentes pour le développement aussi d'un pays. Mais aujourd'hui, rapidement, dans le cadre de l'exploitation minière, nous avons besoin de fabriquer des ingénieurs. Et Gamal avance à pas forcer parce que nous sommes là-bas chaque semaine et nous mettons la pression sur l'entrepreneur qui est sur le projet afin que l'on puisse à la fois finir les ateliers, les équiper, les salles de classe sont prêtes, les amphithéâtres sont prêts et c'est là que nous allons loger la première promotion des classes de l'Institut Polytechnique Civilo-Militaire que nous sommes en train de construire en partenariat avec l'école polytechnique Paris-Lix et d'autres instituts polytechniques de la sous-région et du Maghreb. Monsieur le ministre, nous allons entamer la phase du Vox Pop. Je réponds le nom de Amadou Kelfala Kamara. Je suis citoyen de Conakry, je vis dans le quartier Mankepa, commune de Kaloum. Alors, je poserai ma première question que je vais dire à monsieur le ministre. Donc, quels sont les impacts vraiment positifs qu'il mettrait en place dans les objectifs du développement au plan des structures évolutives dans notre pays pour que vraiment l'éducation soit vraiment améliorée par rapport aux autres pays, mais aussi par rapport aux autres systèmes tels que la CEDEAO. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est la suivante. Alors, que faut-il faire ou qu'est-ce qu'il faut mettre en place chez nous en Guinée ici pour que vraiment les conditions de vie des étudiants et aussi des élèves soient améliorées et sur le plan éducatif, sur le plan technique et matériel. Le compatriote Kelfala Kamara, par exemple, sur les réformes apportées au niveau de l'éducation, nous sommes dessus. C'est un processus continuel. Je crois que le premier acquis, c'est que c'est la décision du président de reverser 25%
des revenus de l'exploitation minière au système éducatif, à la qualification du capital humain. Là aussi, c'est extrêmement pertinent. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous le disais au départ, à l'entame de cette émission, le défi, c'est comment absorber ces ressources-là et comment les rendre catalytiques pour que l'on puisse développer une éducation de façon globale qui soit excellente et orientée vers le développement de la Guinée. Sur les conditions d'études des étudiants, le président de la République a fait un effort exceptionnel en doublant les bourses d'entretien des étudiants, mais surtout en les généralisant. Il faut le dire, ce n'est pas dans tous les pays que les bourses d'entretien sont généralisées. La Guinée est l'un des rares pays dans lequel cela s'effectue. Et nous sommes dans un pays où l'éducation, l'université est presque gratuite. Alors, donc il y a tout ça qu'il y a comme efforts qui sont déjà faits depuis très longtemps. Nous n'avons pas changé l'orientation parce qu'il est extrêmement important d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et les rendre au standard international. C'est pour cela que nous battons pour avoir des enseignants de qualité, des programmes de qualité, des programmes co-construits avec le secteur privé, mais des infrastructures de qualité également. Sur la question des conditions d'études, vous savez que le président de la République a aussi initié et a voulu qu'on accélère la construction des 4 universités régionales. L'université de Sonfonia va être complètement reconstruite et avec une capacité d'accueil plus grande et des capacités d'hébergement pour les étudiants. Les campus vont revenir. C'est la même chose pour l'université de Kankan, pour l'université de l'Abbé, ainsi que l'université de Zérékoré. C'est dans le cadre de l'accord sino-guinéen pour un montant total de 360 millions d'euros. La Guinée a déjà payé la contrepartie, sa quote-part, et nous sommes à l'attente de la validation de tout ça par les 2 commissions pour que l'on puisse commencer les travaux. Les travaux vont durer 24 mois. Cela va considérablement améliorer les conditions d'études. Mais en attendant, il faut remarquer, noter et saluer les efforts de rénovation et d'extension des universités existantes. Vous n'avez qu'à partir au campus de Afia. Vous verrez qu'il y a une université qui est en train de prendre toute la ville. Il y a même une nouvelle ville qui est construite tout autour. L'université de Boké dont je vous parle, l'Institut supérieur des mines de Boké dont je vous parle tout de suite, bénéficie déjà d'un campus à l'intérieur. Donc il y a des dortoirs pour les étudiants. Et l'Institut supérieur des technologies de Mamoun va aussi bénéficier d'un dortoir à côté de l'Institut. Tout ceci, quand vous ajoutez à cela l'assurance, vous ajoutez à cela les moyens de la mobilité estudiantine, la connexion des universités à Internet, la mise à disposition des ressources documentaires, il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup d'impact dans le secteur qu'il faut saluer. Pour les masters, c'est la première. Là, c'est un vrai casse-tête. Hein, c'est le premier acte. Pour votre information, c'est le premier acte que j'ai signé. C'est d'abord de décloisonner. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'offres de master. Les étudiants s'arrêtent en licence. Et les programmes de master dans beaucoup d'universités publiques étaient privatisés, appartenaient à des individus. Ça se comprenait parce qu'il y a une rareté d'enseignants-chercheurs de grand niveau. Nous avons maintenant cette année, comme je vous l'ai dit, eu du renfort. Cela permet d'injecter, d'abord de revoir, de réévaluer et de réinjecter 33 programmes de master. Deuxièmement, nous avons donc décloisonné le master. Vous n'avez pas besoin d'avoir 13 de moyenne pour passer en master. Et troisièmement, nous sommes en train de sérieusement étudier la mesure permettant aux premiers de chaque université d'avoir accès à des masters gratuits pour poursuivre leurs études. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que d'abord la licence soit pleinement assurée. La mission d'enseignement en licence soit effectivement enseignée. On ne peut pas comprendre que des étudiants viennent 2 fois par jour, 2 jours par semaine, n'ont pas accès à la documentation, n'ont pas d'enseignants pour certaines facultés de rang magistral à leur disposition, n'ont pas d'encadrant au niveau master. C'est ce que nous sommes en train de régler. Ensuite, nous allons demander et mettre en compétition les universités sur la qualité des masters. Il y a aussi que l'Institut supérieur, l'ISCAEG, va proposer
3 nouveaux masters dans le cadre de la coopération parce que nous sommes en train de promouvoir la co-diplomation avec les universités étrangères pour permettre à nos étudiants qui veulent voyager sur le Maroc, sur la Tunisie, sur la Côte d'Ivoire et autres, de rester en Guinée et d'avoir les mêmes diplômes qu'ils vont chercher là-bas. L'ISCAEG le permet maintenant en banque, finance, fintech et digital banking. D'autres universités vont emboîter le pas cette année pour offrir ces programmes de master aux universités. L'autre nouveauté, c'est que nous sommes en train de transformer l'Institut supérieur de formation à distance en université virtuelle de Guinée. Ça s'appellera l'Université numérique de Guinée. Ça permet d'absorber un plus grand nombre d'étudiants à l'enseignement supérieur et de leur offrir un enseignement de qualité à distance. C'est en train d'avancer. Quelqu'un a parlé de bourses d'excellence. Depuis un certain temps, nous avons beaucoup de pays amis qui nous offrent des bourses, mais nous sommes en train de construire avec la Simandou Academy une bourse d'excellence du président de la République qui récompense les meilleurs Guinéens qui seraient inscrits dans les 100 meilleures universités du monde sur le classement Shanghai, sur le dernier classement Shanghai. Ça permet, même s'ils ne reviennent pas en Guinée, même s'ils décident, mais surtout s'ils reviennent en Guinée, ils auront la garantie d'avoir accès à un emploi et à une responsabilité. Les 100 meilleures universités du monde sur le classement Shanghai. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de Guinéens qui puissent s'inscrire dans les meilleures universités du monde et de revenir. Beaucoup de pays ont fait cela. La Chine, c'est ce qu'elle a fait dans le domaine de la technologie. Singapour a fait la même chose. Le Japon a fait la même chose. Aujourd'hui, quand vous partez dans tous les grands campus des grandes universités du monde, ce sont les grandes nationalités là que vous trouvez là. Ils viennent apprendre, ils retournent chez eux et ils contribuent au développement. Le président de la République va mettre cela en place. Oui, monsieur le ministre, mais la garantie de l'emploi est une chose et les conditions de vie une autre. Hein? Parce que si vous ne leur proposez pas une grille de salaire qui soit un peu conforme à ce qu'ils peuvent prétendre, à ce qu'ils peuvent prétendre, ils ne viennent pas. Attention, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. Ouais. L'État ne devrait pas être le premier employeur. Le secteur privé doit être le premier employeur. Oui, mais même le secteur privé, le salaire n'est pas très concurrentiel. C'est là où le levier... Prenez les banques, les assurances, le salaire n'est pas très concurrentiel. C'est là où, justement, au niveau des banques, des assurances, vous remarquerez que pour qu'on ait un Guinéen qui soit au même niveau de diplomation qu'un étranger qui occupe la direction des banques, il a fallu qu'on ouvre la formation aux Guinéens pour qu'ils puissent aller faire des IMBA, des MBA et qu'ils puissent revenir pour occuper ces postes. Aujourd'hui, la législation est en train d'évoluer pour permettre aux Guinéens d'occuper des postes de responsabilité. Je salue les mesures de la Banque centrale pour que les Guinéens soient exclusivement directeurs de banque ici. Je salue les mesures de beaucoup d'entreprises. Mais il y a aussi la loi qui est en train d'évoluer à ce niveau-là. Mais si en face, il n'y a pas une politique de formation d'élite qui puisse occuper ces places, nous aurons la compagnie du Transguinéen, nous aurons beaucoup de compagnies internationales qui vont s'installer en Guinée et qui auront besoin de CEO. Il faut qu'on puisse former nos CEO dans les mêmes écoles que les CEO étrangers et que l'on puisse les placer dans ces entreprises-là. Oui, pour aller un peu plus en profondeur, là, vous avez signé quand même des accords de partenariat et des protocoles d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Plusieurs personnes, plusieurs entités et plusieurs pays sont venus nous voir parce qu'ils voient le dynamisme et le dynamisme économique et surtout les opportunités qu'il y a ici. Nous avons revisité l'accord de coopération qu'il y a entre nous et la Russie, par exemple sur la recherche scientifique. L'IRBAC va en bénéficier, le CEREMAC va en bénéficier. Nous allons revenir aux fondamentaux de notre collaboration, mais beaucoup de centres de recherche au niveau mondial sont en train de revenir parce que nous sommes en train de réglementer aussi à ce niveau la recherche scientifique. Nous avons maintenant des chercheurs et des enseignants-chercheurs de très grand niveau, capables de rivaliser et de parler avec tous les grands enseignants-chercheurs du monde. Ce que nous voulons faire, c'est de les amener à la co-signature des résultats de recherche. Avant, on collectait du matériau bio, par exemple, pour tout ce qui est recherche en biologie appliquée. On envoyait pour des analyses dans des laboratoires internationaux et on signait par des noms étrangers et le Guinéen, vous le verrez, en 4e position. C'est ce que nous voulons changer pour que les premières analyses se fassent en Guinée. C'est pour ça que nous militons pour la Cité des Sciences pour qu'il y ait au moins 16 laboratoires de haut niveau. Les premières analyses se font ici.
les études et le reste de la recherche se fait en tandem pour qu'on puisse avoir une co-signature des résultats de recherche. On va juste donner la parole à M. le ministre s'il y a 2 ou 3 petites choses sur lesquelles il a vraiment envie d'insister comme mot de fin pour cette émission. Monsieur le ministre, vous avez... C'est le soutien total et entier que nous recevons du chef de l'État qui a une vision très simple et très pragmatique sur l'éducation. Pour qu'on puisse construire une Guinée forte demain, il faut qu'on investisse dans l'éducation. C'est ce qui peut rester. Les mines vont disparaître, toutes nos autres ressources peuvent disparaître. La ressource humaine, c'est ce que nous devons pouvoir construire et exporter dans les prochaines années. Nous sommes résolument engagés et les équipes sont résolument engagées à atteindre ces objectifs et nous remercions tous les partenaires de l'éducation pour le soutien constant qui se fait pour que nous puissions travailler sereinement à l'atteinte de ces objectifs-là. Et un dernier point que j'aimerais ajouter avant de finir cette émission, je m'en voudrais, c'est que la Guinée vient de mettre en place une unité d'assemblage de son propre laptop Made in Guinée. Ça s'est passé à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Ouais. C'est une immense fierté pour la Guinée. C'est une capacité, une unité d'assemblage, une capacité de 100 ordinateurs par jour. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Vous avez vérifié, ça marche? Nous avons inauguré en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement qui a reçu son propre laptop, qu'il utilise. Nous voulons le généraliser à l'administration guinéenne, nous voulons le généraliser aux usagers guinéens et nous voulons justement que l'on puisse, dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de structures, que l'on puisse utiliser le Made in Guinée dans le cadre de la promotion du contenu local. Le chemin est tout tracé pour l'avenir. Merci encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de production de On fait le point. Merci à vous aussi, téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. Merci infiniment, Mamadou Barry. Merci beaucoup. Merci, Khalil. Par ici, Ibrahima Khalil Diakité. Merci, Monsieur le ministre. Au revoir. Portez-vous bien.